On est très heureux de vous retrouver ce matin dans ce programme du village francophone. Voilà, c'est une action qui est soutenue par la métropole Nice-Côte d'Azur et c'est en parallèle du Festival de Cannes. Et voilà, nous sur le plateau, on va vous parler des studios du futur. Les studios du futur, donc c'est notre titre, c'est maintenant. Alors pourquoi on s'est lancé dans cette affirmation? Eh bien parce qu'aujourd'hui on a déjà un certain nombre d'entreprises et d'experts qui ont pu tester, et parfois depuis plusieurs années, on verra des exemples où on a plusieurs centaines de réalisations qui ont été réalisées avec ce type de technologie. Et nous allons accueillir 4 experts ce matin. Donc, je vais commencer par Margot Durand-Rivaille, qui travaille chez Android et Associés. Nous avons Christian Guillon, qui lui sera à distance. Et voilà, il est dans un paysage absolument extraordinaire. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si c'est une extension de décor numérique ou si c'est du vrai, mais d'ici la fin de cette panel session, on devrait le savoir. Nous allons accueillir également Cédric Guillard de la société ISCO qui va nous parler de comédien numérique, de doublure. Et puis Romain Cheminade, Romain qui vient de fonder la société Dark Matters, mais qui a une expérience sur le sujet voilà, hollywoodienne, hein, on peut le dire. Et nous allons donc commencer avec Margot Durand-Rivaille, Android et Associés, et sur le sujet de la prévise. Donc Margot, depuis pas mal d'années, puisque tu as travaillé, alors je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi tous les épisodes précédents, mais tu as travaillé notamment sur Star Wars chez Third Floor, et voilà, et aujourd'hui tu es chez Android et tu es responsable de la prévise. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est que de la prévise, et puis surtout comment ça peut avoir un certain nombre d'impacts sur la manière dont on va produire des films maintenant? Bien sûr, donc je suis ravie d'être ici avec vous pour parler de tous ces sujets. Donc la prévisualisation, c'est quelque chose qui date d'il y a pas mal de temps maintenant, mais qui met un peu de temps à se démocratiser en France et qui a été un petit peu plus proche de votre bouche le micro, Margot. Qui a été pris d'assaut par les studios hollywoodiens il y a déjà pas mal d'années. Et donc la prévisualisation, ça consiste à faire le film avant le film. C'est vraiment prévoir toutes les séquences qui vont être un petit peu compliquées à réaliser, que ce soit en termes d'action, d'effets spéciaux, de cascades, de les prévoir avant le tournage, en préparation, donc en pré-prod, et de les mettre en scène donc en 3D, donc pour pouvoir discuter avec le réalisateur, avec toutes les équipes techniques, le chef opérateur, le chef déco, de la mise en place de ces scènes, pour pouvoir les prévoir et ainsi être plus efficace le jour du tournage et surtout obtenir beaucoup plus la vision du réalisateur telle qu'il le souhaite, puisqu'il va pouvoir s'entraîner avant, tester des choses à moindre coût, avant de pouvoir voilà, le réaliser le jour J sur le set. Donc c'est une technique qu'on utilise beaucoup. Forcément, plus les films ont des gros budgets, plus on va avoir tendance à l'utiliser, mais qui au final peut être extrêmement utilisé sur des films à petit budget, puisque justement, quelque part, moins on a d'argent, plus il faut se préparer, et plus il faut être efficace le jour J, puisque c'est quand même le tournage qui coûte le plus cher. Et donc voilà, donc on utilise ces techniques depuis pas mal d'années. Je les ai expérimentées beaucoup à Londres, effectivement, quand j'étais chez Third Floor, sur des gros blockbusters. Et je suis rentré depuis 5 ans maintenant en France, et on travaille aussi à l'international et sur des films français. Avec ces techniques, et on essaie de démocratiser ça en France pour pousser les réalisateurs, les superviseurs d'effets spéciaux et tous les départements à embrasser un peu ces nouvelles technologies pour pouvoir être plus efficaces le jour du tournage, faire aussi des économies voilà, sur le plan même, on parlait un peu d'écologie, voilà, toute économie le jour du tournage est intéressante, et donc forcément quand on sait à l'avance quelle partie du décor on a besoin de construire, on va être bien plus pertinent, on va éviter de construire des choses pour rien, on va éviter des déplacements aussi tout simplement, en étant plus efficace. On peut limiter le nombre de jours de tournage aussi en ayant mieux préparé son tournage. Donc c'est vraiment un outil qui va aider toutes les équipes et sur tous les points. L'implantation de grues ou de choses, enfin d'équipements un peu sophistiqués aussi, ça permet d'aider
Oui, tout à fait. En général, de la prévisualisation, donc on crée la partie artistique qui va être une visualisation 3D de la séquence. Et ensuite, on va en faire un découpage technique, on appelle ça la tech vise, et on va réfléchir ensuite à voilà, où est-ce qu'on va mettre les caméras, forcément quel type de focale on va utiliser, l'emplacement des grues, et toutes les contraintes techniques qui vont être liées au tournage. Donc, est-ce qu'il faut mettre des fonds verts, à quelle distance on les met de la caméra, quelle est la taille des fonds verts. Voilà, tout ce qui peut poser des questions le jour du tournage, on va le régler en amont avec les directeurs techniques de poste. Donc avec tous les, voilà, si c'est par rapport à des cascades, ça va être avec le chef cascade. Si ça va être avec de la déco, voilà, on va parler avec tous les interlocuteurs pour en fait vraiment tout planifier pour que le jour J, il n'y ait plus qu'entre guillemets déroulé. Et puis aussi, c'est pas forcément, parfois on pense que ça peut être des contraignants pour les réalisateurs parce que tout est sur des rails et qu'ils peuvent rien changer. Non, c'est que ça donne une base solide où on sait que ça marche. Et après, le jour du set, s'il y a la possibilité d'improviser, de déplacer des choses, etc., on peut le faire, mais en sachant qu'on a déjà tourné une prise qui va fonctionner parce qu'on l'a prévisualisé. Et alors, est-ce qu'il y a l'utilisation, par exemple, d'outils temps réel qui vont permettre, je sais pas moi, à un chef opérateur de tester des vitesses de panoramique, par exemple, sur un plan qu'il a à faire, avec un décor qui est simulé derrière, ou des contenus comme ça, qui vont lui permettre de se dire, ah bah tiens, là... il faut que je sois à tant de temps sur ce panoramique ou que je fasse tel angle. Voilà. Et vous utilisez par exemple des moteurs de jeu pour faire ça? Tout à fait. On est passé au moteur de jeu récemment et effectivement, on peut tout faire. L'avantage, c'est que c'est vraiment très versatile et ça permet aussi de permettre de faire beaucoup d'itérations puisque comme on est en temps réel, on peut vraiment éditer. Même le jour J, on peut faire des tests avec les personnes qui veulent le souhaiter, donc avec le réalisateur ou le chef opérateur. Et on peut visualiser effectivement des vitesses de caméra, essayer différentes focales pour voir les effets que ça fait, la profondeur de champ. On peut utiliser voilà, des caméras physiques dans les moteurs de jeu qui permettent d'être assez précis et de répliquer les caméras réelles. Donc on arrive maintenant vraiment à avoir des outils qui sont extrêmement précis et qui nous permettent vraiment d'être sûr que tout ce qu'on prépare va être et avec cet exemple-là, on comprend très bien qu'il y a une optimisation puisqu'on saura par exemple quels objectifs on va avoir besoin de louer. Tout à fait. Voilà, on peut faire des tests, et puis on va aussi pouvoir préparer à l'avance, savoir exactement pour tel plan quel objectif on veut faire. Et c'est là où je trouve que c'est le plus efficace, c'est que ça permet aussi de faire des plans de tournage plus efficaces parce qu'on peut regrouper ensuite quand on a déjà tout préparé les plans en fonction des objectifs si on veut pas avoir à changer les objectifs ou des directions de lumière si on veut pas avoir à changer les directions de lumière. Voilà, donc on peut faire des plans de travail beaucoup plus efficaces quand on a déjà tout pensé à l'avance parce qu'après il y a des recoupements qui se font assez naturellement et qui permettent de perdre moins de temps le jour J. Super. Et alors aujourd'hui, vous voyez quelles vont être les évolutions liées à ces technologies que vous utilisez? Probablement de plus en plus le temps réel. Hein. Si j'ai bien compris, récemment tu as mis le doigt, ou je ne sais pas, Oui, j'ai eu la chance de faire une formation avec Unreal récemment. J'avais déjà utilisé le software, mais ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Mais oui, c'est des techniques qu'on utilise et qui évoluent. Je veux dire, maintenant, le fait d'utiliser des moteurs de jeu, ça se démocratise beaucoup. C'est des opérateurs qui sont très efficaces, c'est-à-dire qu'on a vraiment des mises à jour très fréquentes ils essayent vraiment de mettre le paquet pour qu'on soit opérationnel en effets spéciaux et en prévisualisation. Et du coup, ça va très très vite. Et on essaye maintenant vraiment de faire le lien avec tout ce qui se passe sur le plateau de tournage. Et on sait qu'avec l'évolution des technologies, donc la diffusion, l'utilisation de murs LED, la virtual prod, etc., on entre dans une boucle où il y a aussi toute la chaîne d'effets spéciaux qui est en train de se transformer et de se tourner vers le temps réel. Donc tout le monde petit à petit commence à merger ces techniques et l'idée c'est quand même d'avoir un pipeline à terme qui fonctionne de manière beaucoup plus fluide en temps réel pour que voilà, tous les acteurs soient présents à ce niveau-là. Très bien. Alors, bon, je sais que la question est un peu compliquée, mais puisqu'il n'y a pas de truc générique, mais vous travaillez à peu près combien de temps sur un film, on va dire donc sur un projet un peu standard, ça représente quoi la durée de production de la partie prévisualisation? C'est très difficile à quantifier parce que ça va vraiment être au projet et c'est selon la volonté aussi. Alors une fourchette. Par exemple, si je prends un exemple extrême sur Star Wars, on est resté 1 an et demi en pré-prod et on a accompagné pendant le tournage et on a accompagné pendant tout le début de la post-prod aussi puisqu'on faisait une étape qui s'appelait la post-visualisation, donc on récupérait la prévise qu'on mettait dans les plans tournés en première passe d'effets spéciaux. Donc en fait, on a été présent pendant quasiment 2 ans sur le film. Donc c'est vraiment une très longue durée, mais ça dépend aussi du temps de prépa. En fait, on est là sur la prépa du film, donc ça dépend du temps de préparation que chaque film veut bien allouer. Et une équipe de prévisualisation sur un film de cette importance-là, c'est combien de personnes ?
Pareil, ça peut dépendre du nombre de séquences prévisualisées. Sur un film comme Star Wars, on était une équipe de 7 ou 8. 7 ou 8 Ouais, pendant, d'accord. voilà. En général, on est sur des plus petits nombres, on peut être entre 3 et 5, mais ça dépend, c'est pareil, du temps de préparation. S'il y a beaucoup de séquences et peu de temps, forcément. Voilà. Oui, on comprend bien avec la taille des décors, le nombre de décors, le nombre de... Enfin bon. Voilà. Très bien. Et ça va aussi avoir des impacts écologiques bien sûr, tout ce qui implique d'avoir plus de préparation permet d'économiser. Alors, je te pose la question parce que le CNC, là, le 30 juin, a mis en place justement une stratégie pour qu'on améliore le bilan carbone des productions, notamment dans les productions en France. Et justement, l'usage de la prévise peut concourir à répondre à cet enjeu. Forcément, tout ce qui implique plus de préparation et moins de dépenses le jour J va forcément dans le sens de plus d'écologie, parce qu'on peut aussi se rendre compte à l'avance que finalement telle séquence qui nécessitait un décor immense, finalement on la voit que sous quelques angles. On peut donc éviter d'aller sur place, on peut envisager des solutions beaucoup plus locales. Comme ça permet vraiment de visualiser la scène telle qu'elle sera à la fin, on peut prendre des décisions beaucoup plus facilement sur qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va pas construire, est-ce qu'on va vraiment on location ou pas, et optimiser les jours de tournage. Donc forcément ça va tout de suite dans le sens de plus d'écologie. Et nous, nos méthodes en prévisualisation, comme on est sur du temps réel, on est vraiment sur un artiste, un ordinateur, sur des choses qui sont très simples. On n'a pas de render farm, on n'a pas de choses comme ça. Donc on a une empreinte carbone qui est relativement faible par rapport à la post-production en général, puisqu'on est vraiment voilà, comme je dis, un artiste, une machine, et puis on essaie de limiter au maximum les déplacements. On peut travailler en remote s'il le faut. Dans les processus de décision de l'équipe de production, celui qui va prendre la décision notamment de vous commander cette prestation, c'est quoi? C'est généralement le réalisateur qui essaye de pousser son producteur, ou c'est le producteur pour se sécuriser qui dit tiens j'aimerais bien? Est-ce qu'il y a des... Il y a plein de choses, ça dépend des projets. Aux États-Unis, en Angleterre, où c'est beaucoup plus normalisé, en général c'est vraiment la production qui fait appel à l'équipe de prévise, parce qu'ils font systématiquement appel à une équipe de prévise. Ça leur permet de contrôler des coûts aussi bien sûr, mais ça leur permet surtout de pouvoir visualiser le film en avance et de valider ou pas des séquences et des dépenses, parce qu'on a quand même souvent sur des très grosses dépenses. Et les réalisateurs s'y plient ou ne s'y plient pas, mais en général ils ont bien sûr le choix de choisir s'ils veulent faire de la prévisualisation ou pas. Et c'est une étape importante pour eux de choisir leur équipe. En France aussi, on a comme pour l'instant c'est pas beaucoup encore démocratisé dans la prod, c'est souvent les superviseurs d'effets spéciaux qui savent qu'ils vont en avoir besoin. Ils savent que pour telle séquence, s'ils n'ont pas préparé un petit peu en amont et visualisé, ils vont avoir des problèmes le jour du tournage. Je pense à des tournages intégralement en fond vert par exemple, où on ne sait pas ce qu'on va voir. C'est souvent le directeur des effets visuels qui va mettre des warnings et qui va dire bon, on a besoin quand même de se préparer. Donc pour l'instant c'est beaucoup en France le superviseur d'effets spéciaux, et ça commence à partir vers la prod, une fois qu'en général ils ont vu comment ça fonctionnait, quelle utilité ils ont eu de cette prévise. En général, après, ils y pensent en amont pour les films d'après. Très bien. Et justement, dans le but aujourd'hui de mieux organiser les tournages, et notamment par rapport à la crise sanitaire, est-ce que vous voyez plus aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de producteurs qui vous interrogent sur... Oui, forcément, comme il y a avec tout ce qui est en remote, nous, en ce moment, par exemple, on a des clients qui travaillent en Italie, qui ont fait appel à nous parce qu'ils n'avaient pas d'équipe sur place. Et il y a vraiment un besoin de voir les choses un peu plus en amont, d'autant plus qu'en général, voilà, tout ce qui est scouting est un petit peu plus limité. On ne peut pas forcément envoyer les équipes sur place, on peut faire moins de repérage. Donc on est forcément condamné à faire plus de choses en prévisionnel, et donc de faire appel plus à la prévise. Très bien. Et puis donc générer des économies aussi. Bien sûr, générer des économies de déplacement, générer des économies de mise en place. Moi, c'est vraiment surtout aussi tout ce qui est construction de décors. On peut vraiment choisir et se rendre compte que sur certains décors qu'on était prêt à construire à 360 ou sur une très grosse façade, on va les voir très peu, ils vont être flous par exemple, donc on va pouvoir vraiment faire des économies à ce niveau-là. Très bien, merci Margot. Alors nous allons maintenant passer sur la prévise on-set et les extensions de décors numériques. Donc on est connecté avec Christian Guillon, la société des Tontons Truqueurs qui est basée à Montpellier. Et donc Christian, alors je pense dans le milieu du cinéma, on te connaît depuis de très nombreuses années, puisque tu as été directeur des effets spéciaux sur, peut-être tu nous diras combien de longs métrages, mais en fait, j'en connais déjà un certain nombre, donc c'est voilà, une grande expérience sur ces sujets-là. Tu avais participé à des projets de recherche. Alors bon, il y a déjà un certain nombre d'années, hein, je pense à Prévise On-Set,
tu as développé derrière la mise en place d'une équipe, d'un processus technique, d'équiper un plateau, et depuis maintenant, je pense, 3 ans, 4 ans, vous avez mis en place vraiment un processus de production, puisque vous réalisez, je crois, enfin tu nous en parleras tout à l'heure, mais vous avez fait plusieurs centaines d'épisodes d'un si grand soleil pour France Télévisions. Et donc vraiment, c'est devenu une activité industrielle chez vous, tout en ayant, on va dire, des compétences artisanales pour fabriquer des décors réalistes. Voilà, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, quand on fait des extensions de décors numériques sur un plateau, de quoi vous avez besoin, quel type de technologie vous mettez en place? Oui, bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. En effet, moi, après avoir travaillé quelques décennies dans les effets spéciaux numériques qu'on peut appeler maintenant traditionnels, en précalculé, on va dire, on s'est focalisé il y a 5 ans sur le temps réel et une technologie qui était émergente à l'époque et qu'on appelait la Prevision 7. Prevision 7 pour prévisualisation, sur le plateau. Donc c'est l'idée que, à la suite de la prévise dont Margot vient de nous parler, on va faire un tournage, et quand on est dans un film dans lequel il y a un mélange à faire entre des prises de vue réelles, des images filmées et des images calculées et de l'image de synthèse, on est souvent confronté à la difficulté au moment du tournage d'imaginer ce que seront les parties synthèse de l'image. Par exemple, si on prend un exemple, on a un fond vert immense et puis un comédien tout seul devant, et on sait qu'on va remplacer le fond vert par un décor, et on ne sait pas comment cadrer ce décor parce qu'on ne l'a pas, etc. Donc l'idée, c'était de donner à l'équipe de tournage une vision à l'avance, donc une prévisualisation de ce que sera l'image finale, en opérant en temps réel et en direct sur le plateau de tournage le mélange entre les images virtuelles et les images réelles. Donc ça suppose évidemment de disposer de images virtuelles. Lorsqu'on a commencé il y a 5 ans, on pensait que les logiciels qu'on voulait utiliser issus du jeu vidéo de calcul temps réel n'étaient pas encore suffisamment sophistiqués pour qu'on puisse offrir une prévisualisation très finie. Donc il était clair que c'était une maquette qu'on pouvait montrer, hein. Mais on a quand même développé une technologie qui permet d'opérer sur le plateau en temps réel et en direct les 3 opérations majeures qui sont nécessaires à ce mélange entre virtuel et réel, que sont le tracking de la caméra, et c'est la principale innovation de notre techno, c'est-à-dire de détecter l'endroit où se trouve la caméra à chaque instant, à chaque image, et l'endroit où elle regarde, le tracking de la caméra, le calcul de l'image de synthèse. Donc en fonction de la place de la caméra, il faut recalculer pour chaque image la scène virtuelle depuis le point de vue d'une caméra virtuelle qui soit homothétique à celui de la caméra réelle. Et enfin, 3e opération, le key, c'est-à-dire l'extraction du fond vert, si fond vert il y a, le mélange en tout cas entre les 2 éléments, le virtuel et le réel. Donc cette technologie-là, on l'a développée, on a customisé une techno américaine qu'on a achetée il y a 5 ans maintenant, et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable de trouver une production qui nous a accueillis pour développer, pour déployer cette technologie sur un feuilleton France 2, Un si grand soleil. La production, c'est France Télé Studios, qui ont cru dans cette technologie. Alors c'était une convergence de nécessités, c'est-à-dire que sur ce feuilleton qui se passe à Montpellier, il y a une partie des scènes qui se tournent en studio, une grande partie des scènes qui se tournent en studio. Donc en studio, on a dans des décors qui sont des appartements, des maisons, des entreprises, et dans ces décors, il y a des fenêtres. Des cafés, des restaurants.
voilà, qu'est-ce qu'on fait derrière qu'est-ce qu'on met derrière les fenêtres? On met des fonds verts, et où on met quelque chose pour. Et eux voulaient absolument que par les fenêtres, on voit le soleil, la lumière, le décor de Montpellier, puisque le feuilleton se passe à Montpellier, est subventionné par la région et la ville, et que donc il n'est pas question qu'on soit enfermé dans des décors fermés. Donc il y avait un vrai effort de qualité qui était voulu sur ce feuilleton, aussi bien pour la déco que l'image, que tout, et il fallait que les extérieurs, les découvertes, ce qu'on appelle des découvertes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit par les fenêtres, que les découvertes soient toujours vivantes et lumineuses. Donc il fallait quelque chose. Mettre un fond vert derrière une fenêtre et remplacer le fond vert en post-production par un décor virtuel, on sait faire, tout le monde sait faire, ça fait longtemps que ça se fait, mais c'est en post-production. Et ça suppose une infrastructure de post-production importante, et ça a un coût qui est relativement important. Et quand on fait 260 épisodes par an, c'est-à-dire un épisode par jour, quand on produit un épisode par jour de 20 minutes, et que dans cet épisode-là, il y a des fenêtres partout, et que ça génère une vingtaine peut-être entre 20 et 30 plans truqués par jour, on se rend compte que dans l'économie d'un feuilleton, et surtout dans le planning d'un feuilleton, ça n'est pas possible. Il faudrait une équipe de post-production extrêmement conséquente pour pouvoir le faire. Donc là, vous avez fait combien d'épisodes au total? Là, on a dépassé les 750 épisodes depuis 3 saisons. Hein, puisqu'il y a 260. On arrive bientôt au bout de la 3e saison, il y a 260 épisodes par an. Donc, notre technologie qui consistait au départ, non pas à faire des VFX on set, c'est-à-dire à produire les plans tournés truqués, au départ, hein, elle consistait à fournir, à optimiser, à permettre à la post-production d'être optimisée en leur fournissant un certain nombre d'éléments, dont le tracking de la caméra, qui est une des fonctionnalités coûteuses en post-production. Donc on a démarré comme ça, sur l'idée qu'on faisait une prévision set, donc on donnait au metteur en scène à voir ce qu'il y avait derrière les fenêtres, et on fournissait à la post-production le tracking caméra, la découverte traquée, la couche alpha, c'est-à-dire le cache qui permet d'incruster l'un dans l'autre, pour leur permettre d'aller plus vite en post-production. Et puis très vite, on s'est rendu compte que la qualité de ce qu'on... Alors on a beaucoup travaillé sur le dispositif, hein, on a beaucoup customisé, on a une petite unité de R&D qui a développé des utilitaires, des outils, et on s'est rendu compte qu'une partie de plus en plus grande des plans qu'on sortait le soir du tournage étaient utilisables, étaient diffusables tels que. Donc on s'est orienté de plus en plus vers ce qu'on appelle maintenant des VFX on set, c'est-à-dire du tourné truqué. C'est-à-dire que le soir du tournage, les plans truqués sont des rushs comme des autres. Donc des effets spéciaux au tournage en temps réel. Des effets spéciaux au tournage. Alors bien sûr, ce ne sont pas c'est un certain type d'effets spéciaux. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont des extensions de décors. Il y a 3 ans, on a commencé avec des découvertes derrière la fenêtre. Aujourd'hui, là, depuis 6 mois, on a livré 2 décors dans lesquels on fait pas seulement des découvertes derrière les fenêtres, mais également des extensions de décors intérieurs. C'est-à-dire, on a par exemple un hôpital dans lequel, sur le studio, il n'y a qu'une toute petite partie qui a été construite, et avec des fonds verts, il y a par exemple une embouchure de couloir, si je puis dire, avec un fond vert derrière, et nous on met derrière une prolongation du couloir avec de la figuration, où on a une porte, si vous voulez, avec un fond vert derrière, et nous on met derrière un hall avec un espèce de patio, avec des coursives, de la figuration. Vous créez des profondeurs de décors qui sont difficiles. On a grandi les décors. On a grandi les décors. Alors, et un jour, je suppose qu'on verra un jour des véhicules ou des personnages passer. Il y a déjà bien sûr, on met déjà des véhicules et des personnages. Alors ça, c'est l'étape d'après. Pour l'instant, ce sont des choses assez simples, hein, puis vues de loin, bon, bien sûr. Mais évidemment, on travaille à améliorer non seulement l'animation, mais surtout la gestion des animations, c'est-à-dire la gestion intelligente des animations. Et on commence déjà à donner aux metteurs en scène la possibilité de lancer des animations. Alors après, ça ne les intéresse pas toujours, parce que ce qui intéresse dans un feuilleton, c'est ce qui se passe devant. Hein. Ce qui se passe derrière, c'est pas forcément essentiel pour eux, mais
on commence à leur offrir cette possibilité de lancer, par exemple, à Montpellier, il y a les tramways, c'est une fierté de la ville, donc dès qu'on a une fenêtre, on a un décor de ville derrière la fenêtre, et il y a des tramways, et donc s'il veut lancer le tramway à l'instant T, hop, il dit tramway, on appuie sur le bouton, le tramway démarre. Et, on peut aussi gérer la densité de la population, la densité de la circulation des voitures. On peut évidemment gérer la lumière, c'est-à-dire à quel endroit est le soleil, comment est-ce qu'on est par temps gris, est-ce qu'on est par beau temps, on est plus souvent par beau temps. Hein. On peut mais alors, comme là, on va bientôt terminer ta présentation, et donc c'est aussi quelque chose qui est économe, on va dire, en termes de bilan carbone, parce qu'évidemment, ça évite d'aller chercher de nombreux décors à l'extérieur et d'avoir à déplacer toutes les équipes de tournage. Oui, tout ce qu'a dit Margot tout à l'heure sur le bilan carbone est vrai également pour nous, et l'intérêt, c'est que ça permet de relocaliser ça sera vrai aussi pour les écrans LED, hein, donc, ça permet de relocaliser des tournages qui normalement se font la plupart du temps en extérieur ou dans des... Ouais. Et là, tu nous citais un exemple qui était donc un exemple pour la télévision, mais on peut imaginer que pour le cinéma, on puisse faire exactement la même chose. Bien sûr. Alors, si vous voulez, ce qu'on fait là avec des fonds verts, moi j'appelle ça aujourd'hui VFX Sunset fonds verts, hein, bon. Mais ce qu'on fait là, en fait, c'est de la production virtuelle. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'on fait de la production virtuelle comme Monsieur Jourdain sans le savoir, quoi, hein. Voilà. Bon. Voilà. Et moi, mon projet, si vous voulez, c'est de développer vraiment une chaîne de production complète basée sur des outils temps réel qui partent de la fabrication des assets. Et c'est pour ça que quand Margot dit que la Prévise commence à utiliser de plus en plus des outils comme Unreal, c'est évidemment intéressant parce que ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est de construire un nouveau workflow qui soit basé sur un outil temps réel. En l'occurrence, nous, on utilise Unreal, ça pourrait être un autre. Bien sûr. Écoute, on va le voir au travers des autres exemples qu'on va aborder. Merci Christian pour ton intervention. Je vais passer maintenant sur un des autres sujets qui est aussi une grande évolution, qui sont les acteurs virtuels avec les doublures numériques. Et nous avons demandé à Cédric Guillard de nous présenter exactement qu'est-ce qu'aujourd'hui son entreprise savait réaliser. Et je rappelle juste qu'ils ont quand même participé à des films, et notamment qui ont été oscarisés. Donc voilà, c'est du très beau travail. Voilà, on va lancer maintenant une petite séquence vidéo disco qu'ils nous ont préparée parce qu'ils étaient aujourd'hui justement en tournage pour numériser un acteur virtuel, et donc ils ne pouvaient pas être présents en même temps sur le plateau. Ils ne savent pas eux encore se dédoubler, et donc voilà, peut-être la doublure numérique de Cédric Guillard, on le regarde. Bonjour Cédric, pouvez-vous nous présenter Isco en quelques mots? Avec plaisir, bonjour. Donc Isco, c'est une société qui est spécialisée dans la modélisation et l'animation de ce qu'on appelle les doublures numériques. Donc les doublures numériques, c'est des modèles 3D en images de synthèse qui permettent de reproduire de manière photoréaliste et fidèle l'apparence, l'expressivité et le jeu de personnalité. Il peut s'agir d'acteurs, de chanteurs ou d'athlètes. Et nous produisons ces modèles pour répondre aux besoins des effets visuels sur les films, que ce soit au cinéma, dans la publicité, pour les communications, marketing et événementielles, notamment sur les spectacles, mais également pour supporter le développement d'applications interactives. Donc sur le jeu vidéo en tout premier lieu, mais également pour les applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, en ligne et sur mobile. Donc pour ce qui nous concerne, ces modèles sont fondés sur l'analyse et la reconstruction d'acquisitions détaillées de la morphologie, les matériaux, les expressions et la dynamique qui sont propres à chaque individu et en l'occurrence aux acteurs qui nous intéressent. Actuellement, qu'est-il possible de réaliser avec les doublures numériques au cinéma? Donc pour ce qui concerne les VFX, les techniques de doublure numérique sont utilisées pour maintenir la représentation d'un acteur sur des séquences qui ne peuvent pas être tournées par des moyens traditionnels. Donc avec ces définitions, il y a
une multitude de cas d'utilisation possibles. Et on peut citer l'utilisation des doublures numériques pour prévenir les risques sur des tournages ou pour accroître les capacités d'un acteur sur des séquences d'action, des séquences de cascade. Je ne sais pas si vous avez vu un film comme I, Tonya, pour lequel nous avons réalisé la doublure numérique de Margot Robbie qui est utilisée sur l'intégralité des plans de patinage. Mais dans une autre ligne, on peut s'intéresser à utiliser les doublures numériques pour modifier l'apparence d'un ou d'une comédienne. Donc il s'agisse de la faire vieillir, rajeunir, de lui faire gagner ou perdre du poids ou de la musculature. Ça a été notamment le cas dans Gentleman Man où Will Smith combattait contre lui-même avec son apparence 20 ans plus tôt. Quelles sont les tendances des évolutions sur ce sujet ? Alors, sur ce sujet des doublures numériques, les tendances et les innovations technologiques souhaitent naturellement gagner en photoréalisme et en fidélité au fur et à mesure que la valeur de cadre et le temps de présence des doublures numériques s'accroît à l'écran. Donc, on pense tout d'abord au développement de nouvelles approches de simulation des cheveux et des vêtements qui restent des points durs sur ce type de représentation. Mais pour ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que les évolutions les plus importantes et celles qui pourraient avoir le plus d'impact dans notre secteur sont celles qui ont trait au fait qui visent à généraliser, à démocratiser l'utilisation de ce type de représentation au cinéma. Donc il s'agit du recours aux approches temps réel, de plus en plus important sur l'animation et sur le rendu. Ces approches qui visent naturellement à gagner en coût, en délai, mais également à favoriser les itérations sur le plan artistique, que ce soit sur la direction du jeu d'acteur ou sur l'intégration dans les images finales du film. On peut également faire référence à des nouvelles démarches d'apprentissage par ordinateur ou machine learning en anglais qui permettent de produire tout ou partie de ces modèles à partir de l'analyse d'images d'archives ou de bases de données qui ont été collectées et notées dans cet objectif. Donc pour ce qui nous concerne, dans notre société, on participe naturellement de cette tendance, notamment avec le développement d'une plateforme en ligne qui se nomme Polywink et qui offre déjà un certain nombre de services qui permettent d'automatiser et de gagner en productivité sur différentes étapes de setup et d'animation de personnages. On a également développé de nouvelles modalités d'animation à partir de simples téléphones mobiles ou d'analyse de voix et de vidéos et qui permettent d'assurer la captation et la prise en compte de la performance et du jeu d'un acteur indépendamment du tournage. Comment cela s'inscrit dans l'évolution actuelle des tournages de cinéma ? Donc ces évolutions sur les techniques de production des doublures numériques s'inscrivent parfaitement dans la tendance de prévisualisation et de plateaux virtuels sur le tournage. En effet, ces doublures numériques participent en tout cas à relâcher les contraintes liées à un tournage en permettant d'aller intégrer les multiples composantes liées à l'environnement, liées à l'image et au jeu des acteurs qui auront pu être capturés et modélisés dans différents lieux et dans différents temps. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il est totalement possible d'intégrer une foule en CGI, en post-production, il est tout à fait envisageable dans un proche avenir que l'on puisse aller intégrer des figurants, des acteurs secondaires ou principaux dont l'image et dont le jeu auront été capturés et acquis en 3D sur le lieu d'origine de l'acteur ou en tenant compte de ses contraintes géographiques et d'agenda propre. Donc ces différentes techniques participent à réduire la complexité et les ressources humaines et matérielles qui sont aujourd'hui mobilisées sur un tournage. Et on ne peut que anticiper les gains et notamment la réduction de l'empreinte carbone qui est liée à ce type d'activité en tenant compte de ces nouveaux procédés. Et donc, un des enjeux, pour ce qui nous concerne, vis-à-vis de ces nouvelles approches et paradigmes de tournage qui sont déjà en cours et à venir, c'est naturellement d'assurer que l'acteur conservera la mainmise et un contrôle total
sur son image et sur son jeu, sur ce type de production cinématographique, indépendamment des modalités de réalisation. Merci Cédric Guillard pour cette présentation. Alors, évidemment, on est contraint par le temps, hein, ça dure 45 minutes, mais on a la chance d'avoir des entreprises, je pense, comme Golem, qui développent des outils pour faire de l'animation de foule. On a aussi des studios qui sont spécialisés sur la motion capture. En fait, on aurait pu peut-être tenir une journée sur notre sujet des nouvelles technologies qui changent finalement la manière de concevoir et d'utiliser un studio pour produire des longs métrages. Et là, maintenant, nous allons aborder un sujet, alors qui a déjà été un peu effleuré, hein, quand on a parlé de murs d'image, de LED wall. C'est Romain Chemidade qui va nous parler des plateaux immersifs, de la virtual production. Et je pense que tu as une expérience quand même importante, puisque, voilà, je le dis, tu as travaillé sur la première série de Mandalorian, chez Lux Machina, tu as fait partie de l'équipe. Et donc, voilà, tu as développé cette expérience depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous présenter les enjeux et évidemment tout ce qui tourne autour de ces plateaux immersifs? Je pense qu'il faut voir les choses un petit peu au sens large du terme. Quand on parle de virtual production, de production virtuelle, on va parler également de production temps réel, hein. C'est des choses qu'on a pu évoquer avec les différents intervenants aujourd'hui. Donc la production virtuelle, ça regroupe énormément de choses, hein. Faut pas s'y perdre. C'est pas uniquement les panneaux LED et les décors virtuels, hein, qui sont en fait les effets spéciaux en caméra, hein. Alors, la production virtuelle, ça va aller de la prévisualisation dont a pu parler Margot, jusqu'à effectivement les fameux décors virtuels, en passant par la visualisation technique, la simulation de caméra, en passant par le travail de Christian, par exemple. Donc c'est vraiment, ça regroupe toutes ces techniques et technologies qui sont aujourd'hui poussées, hein, amenées de plus en plus dans les productions, par à la fois les acteurs, par le besoin de production actuel, hein. On voit qu'il y a une pression énorme sur le marché en ce moment, donc on a eu besoin d'améliorer les procédés. L'adoption a été grandement facilitée par la crise l'année dernière, hein. On a pu voir qu'on a vu ce genre de choses fleurir un peu partout, et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on a résolu plusieurs pain points, hein, de la production. On a résolu des pain points budgétaires, très classiques. On parlera d'empreinte carbone également, hein. On sait que les décors, la maîtrise des décors sur plateau limite les déplacements des équipes, qui sont un des plus gros points de pollution, hein, au jour d'aujourd'hui, limite également la création de grands décors physiques, qui sont le deuxième grand point de pollution des productions. Et on a, pour donner un petit point technologique, en fait des technologies qui se regroupent, hein, puisqu'on reparle encore une fois de moteurs de rendu temps réel. On va parler de tracking de caméra, de tracking de position, de valeur d'optique, pour créer ce fameux parallaxe, cette perspective relativement parfaite du point de vue de la caméra, et finalement l'affichage sur écran LED. Donc, j'oserais dire un petit peu business as usual, hein. C'est une technologie qui commence à être maîtrisée, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on fait de la LED, donc on va... Enfin, personnellement, j'aurais pas... c'est pour ça qu'on dit c'est maintenant. C'est ça, ça veut dire il y a une adoption, il y a beaucoup d'acteurs, hein, qui sont lancés dans le domaine, mais il y a aussi une maturité. On arrive à une certaine maturité, on maîtrise les coûts, on maîtrise les équipes, on maîtrise la méthode de préparation, qui est extrêmement importante, hein, d'autant plus quand on déploie ce genre de dispositif. Juste un point sur l'empreinte carbone. On dit qu'on diminue énormément l'empreinte carbone du fait du déplacement des équipes, mais n'oublions pas que ce sont des décors, du matériel qui consomme énormément d'électricité. On parle en kilowattheure, on parle en centaines de dollars à l'heure sur des grands plateaux en termes de facture électrique. Donc il faut extrêmement bien préparer les choses. Un point, parce que je suis revenu en France il n'y a pas très longtemps, hein. Donc je m'aperçois qu'ici l'adoption est plus lente qu'outre-Atlantique, on va dire. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces étapes ne sont pas là pour brider la créativité, au contraire. Plus on va préparer les choses, c'est-à-dire isoler les points qui potentiellement peuvent prendre beaucoup de temps sur un plateau de tournage ou générer une complexité, plus on va donner en fait de la liberté ensuite sur le plateau pour pouvoir tourner les scènes elles-mêmes. Plus on va maîtriser les budgets, plus on va donner de la liberté. De la liberté sur le plateau, mais il y a aussi de la liberté de création en amont pour les scénaristes, parce qu'on peut inventer tout type d'environnement aussi. C'est intéressant que tu me dises ça, parce que si tu veux... Historiquement, on était appelé assez tard, hein, c'est-à-dire, voilà, on a une scène, comment on l'a fait les gars, coucou, on n'a plus le choix, il faut le faire maintenant. Quelques mois plus tard, on a été appelé beaucoup plus tôt dans le processus de production, c'est-à-dire au niveau du dépouillage de script,
où là on peut avoir des préparations qui sont absolument géniales, si en plus on peut réunir les équipes entre elles et vraiment avoir ces discussions. Je pense que c'est d'ailleurs un des grands bouleversements de la virtual production, c'est qu'on réunit les équipes au début et non pas à la fin quand il y a un problème ou sur le plateau quand on a une dépense extrêmement forte. C'est une modification de processus qui est très importante à prendre en compte. Complètement. Et aujourd'hui j'ai carrément des gens avec qui je discute qui envisagent de modifier le script par rapport aux outils de production disponibles. Donc on est carrément dans l'extrême inverse. Alors je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou une autre. Je pense que le fait que les équipes arrivent tôt dans la production est de toute façon une bonne idée. Plus on se concerte, plus on peut se mettre d'accord, mieux on va faire les choses. Et plus on va identifier les loups à l'avance et éviter des risques sur la production, normalement ça doit rassurer le producteur. Si tu veux, il y a 2 points. Il y a effectivement les risques. Et en identifiant les gros besoins, je pense surtout qu'on économise du budget. Encore une fois, de l'empreinte carbone, on ne saura le dire assez, mais surtout en économisant le budget, on permet de gagner de la liberté, de la créativité sur des points qu'on n'osait pas aborder avant. C'est-à-dire telle scène ou telle scène qui avait été lésée pour un défaut de complexité ou de non-maîtrise de la scène en question peut se retrouver alloué un peu plus de budget puisque le reste a été mieux compris, on s'est rendu compte que finalement on baissait la dépense. Ce genre de choses. Non, voilà. Donc ces évolutions-là, aujourd'hui, elles commencent à se... Alors généraliser, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va dire que ça va se développer. Toi, tu développes un projet également autour de ça en France. Tu as la possibilité d'en dire quelques mots ou c'est encore... Brièvement, en fait, on est une équipe, on est plusieurs à avoir travaillé pendant de nombreuses années dans ce qui était les prémices de la production virtuelle. Et encore une fois, j'ai du mal avec le mot production virtuelle. Moi, je suis plus production temps réel. Je pense que c'est vraiment vers ça qu'on tend. Parce qu'on est complètement au confluent à la rencontre entre le jeu vidéo et la production cinématographique. C'est ça le grand changement de paradigme. On s'aperçoit que l'accompagnement des productions est en fait un point extrêmement important, puisque il y a des personnes qui, il y a 1 an, n'avaient absolument aucune idée que ces choses-là existaient, voire étaient carrément réticentes au changement. Et aujourd'hui, on a cette vague d'informations, cette vague industrielle en fait, qui arrive comme un rouleau compresseur et qui peut être très très mal perçue. Donc je pense vraiment que regrouper les bons talents pour pouvoir accompagner, proposer les différentes techniques. Tu as pu dire que j'ai effectivement opéré sur de la LED, mais la LED ça reste aussi un procédé coûteux. Il y a des cas où c'est pas forcément la bonne solution. On a pu avoir des cas de projection où en fait ça répondait complètement aux besoins. On a des cas d'incrustation sur fond vert, ça répond complètement aux besoins. Donc il y a vraiment un arsenal presque, j'oserais dire, d'outils qui est à disposition. Et pour ça, il faut bien accompagner tous les décideurs, que ce soit les décideurs financiers, techniques, créatifs, pour donner le meilleur à la production. Ouais. Donc, on n'a pas abordé le sujet, mais il y a l'usage aujourd'hui de moteurs de jeu 3D en temps réel qui permettent de créer, donc d'afficher des univers réalistes. On a l'impression que ça existe. Et ça, et d'ailleurs, on a la conférence suivante qui est sur cinéma et gamification, qui va encore enfoncer le clou. Mais on avait fantasmé, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, justement, sur des évolutions. Alors, on va dire les grandes ruptures liées au numérique, on imaginait que ça allait être, on passe de la pellicule à des supports dématérialisés et tout. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans une deuxième étape de la révolution numérique. C'est que ces outils, ils permettent en fait d'aller beaucoup plus loin, d'être plus créatifs, de produire plus vite. Et là aussi, de produire plus vite, c'est aussi une évolution positive en termes de consommation d'énergie et de bilan carbone, et d'avoir des résultats qui peuvent être aussi parfois beaucoup plus faciles à atteindre, parce qu'on n'est plus obligé d'attendre que le soleil repasse le lendemain au même endroit pour faire le plan, on est capable de le relancer. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des vraies évolutions. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement cette évolution vers le temps réel qui vient des moteurs de jeux vidéo, comme tu le disais, qui permet d'itérer beaucoup plus rapidement. Donc on gagne en qualité, la qualité de conversation est déjà grandement améliorée. Et puis tu as cité un petit peu les grands pain points qu'on attribue à la production traditionnelle comparée à la production en décor virtuel, le contrôle de l'environnement, qui est quand même une grande thématique de la production depuis extrêmement longtemps. Effectivement, tenir une golden hour, une heure de crépuscule ou ce genre de choses. Un grand classique. Il y a également je dirais le presque fantasme du pixel final en caméra et la qualité de celui-ci.
je dis presque fantasme, parce qu'on n'est toujours pas sur un taux de 100% de pixels final en caméra, hein. Il y a toujours un petit peu de retouche, ce genre de choses, mais qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pouvoir voir les acteurs, savoir où se placer dans un décor, puisqu'ils le voient physiquement, hein, comparé à une incrustation sur fond vert ou sur fond bleu. Voir un réalisateur, un chef-op, un DP réagir directement aux images filmées, ça n'a pas de prix. Et encore une fois, on gagne ici en créativité. Ouais. Bon, alors on va en fait passer le relais d'ici une minute, et je vais vous laisser à chacun 10 secondes si vous avez envie de dire un mot. Notre matinée sur les industries créatives se continue avec le village francophone de Cannes. Donc juste derrière, je l'ai annoncé tout à l'heure, cinéma et gamification, et après on va aller sur la réalité virtuelle à Laval Virtual. Et donc là on utilise aussi complètement des outils de réalité virtuelle pour faire de la réalité augmentée en temps réel à la prise de vue. Alors, Margot, à toi. Les 10 secondes. Ouais. Non, mais ce qui est super, c'est de pouvoir voir à travers les différentes interventions et la programmation d'ailleurs que vous avez, que en fait tout converge. Moi, je trouve ça génial qu'on arrête de séparer un petit peu le jeu vidéo, le cinéma, la série, l'animation, etc. Et que maintenant, grâce à ces technologies, évolution de technologie, on commence à parler aussi du fait qu'on partage les choses et qu'on peut faire beaucoup plus de transmédia facilement. Et ça, c'est pour moi, en termes de créativité, le plus intéressant. C'est qu'on arrête de séparer tout ça.